Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle saison de Dialogue littéraire. Cette année encore, nous partirons à la rencontre de nombreux auteurs et des auteurs au style très varié. Aujourd'hui, par exemple, nous allons parler d'un livre pour jeunesse, d'un roman médiéval et d'un livre portrait. Allez, et on commence tout de suite par s'intéresser à l'écrivain Caril Ferret. Ayant grandi en Bretagne, il vit depuis à 100 à l'heure et s'est inspiré entre autres de ses tours du monde et de son amour pour la Nouvelle-Zélande pour écrire ses livres. Des livres au style très varié puisqu'il passe du polar, Aka, Hutu, Zulu, au livre pour jeunesse. Et c'est justement pour dédicacer son dernier album pour enfants, Crotocus Ier, que Caril Ferret était récemment de passage à Brest. Un livre qui, sous couvert d'aventures de pirates enfantines, parle en fait aux adultes de politique et d'amour. Caril Ferret, bonjour. Bonjour. Bienvenue à la librairie Dialogue. Vous venez de publier aux éditions Pocket Jeunesse Crotocus Ier. Est-ce que vous pouvez en quelques mots nous parler de Crotocus? Quel genre de roi est-il et quel royaume gouverne-t-il? Crotocus, c'est vraiment un tyran. Voilà, le lion est roi des animaux, en fait, donc il se la pète un petit peu, quoi. Donc c'est un livre un peu pour se moquer du pouvoir. Donc j'ai choisi un personnage symptomatique. Donc Crotocus, c'est le roi des animaux qui dévore tous ses sujets. Donc Kim Jong-il, ou des gens comme ça, on peut faire quelques parallèles, ou Kadhafi, El-Assad. Enfin, il y a pas mal de tyrans comme ça dans le monde. Et comme il y a deux niveaux de lecture, donc il y a des choses qu'on comprend les adultes et des choses que les enfants comprendront peut-être moins, mais ils se diront, mais tiens, c'est un peu bizarre, c'est quoi cette histoire d'île perdue avec des soviets et tout. Enfin, voilà, il y a un peu de niveaux de lecture. Bon, moi, je suis plutôt libertaire en général, quoi. Donc c'est aussi des petits messages que j'envoie, des messages subliminaux aux enfants et aux parents, parce que je pense que les enfants, et jusqu'à l'adolescence, après l'adolescence, ils sont férus de liberté, de justice, etc. Et des choses que souvent on perd en route pour nos petits intérêts égoïstes, pour des histoires d'argent, des choses comme ça, quoi. Et donc j'aime bien que les enfants ils soient motivés par cette idée d'aller voir plus loin, quoi, en fait, quoi, que le bout de leur nez. Et le bout de leur porte-monnaie, surtout. Alors Caril Ferret, vous écrivez des ouvrages pour adultes, des ouvrages pour la jeunesse. Est-ce que ce sont pour vous des écritures complémentaires alors que vous écrivez sur des sujets variés, de manières différentes également? Bon, pour moi, il y a déjà une grosse différence, c'est que pour mes romans adultes, enfin du moins Aka, Hutu, Zulu, enfin qui se passent à l'étranger, il me faut entre 3 et 4 ans. Pour la jeunesse, il me faut entre 3 et 4 semaines. Donc c'est pas du tout mais ça représente aussi la pensée complexe qu'il faut pour un roman adulte, où j'essaie de tout mettre dedans, enfin les contextes politiques, social, géopolitiques, ethnologiques, etc. Bon, pour les enfants, on ne va pas les saouler avec tout ça, quoi. On reste sur des choses qui les concernent le plus. Pour les enfants, on fait plus de caricatures parce que on peut être subtil quand même, hein. Mais je trouve que les animaux se prêtent bien à ces types de tempéraments. Donc il y a le renard, évidemment, qui est plutôt un petit malin. Le lion, bon, de toute façon, on le voit parader tout le temps, donc c'est assez marrant. Le petit papillon magique, donc là, c'est plus l'univers un peu féminin. Il y a la grosse vache, bon, c'est elle qui est bien gentille et qui n'a pas forcément tout compris, mais qui est là. Donc ça m'amuse beaucoup de faire mélanger un petit peu tout ça. Et c'est vraiment les travers humains qui sont effectivement décrits dans ce livre avec un peu d'ironie, on va dire. Et je pense que de toute façon, on est tous reliés les uns aux autres, quoi. Et l'écriture aussi est reliée les uns aux autres. Et qu'on écrive pour le théâtre ou la radio, comme je le fais aussi. Donc là, je travaille plus les dialogues. Avec les enfants, c'est le rythme. Ça, il faut que le rythme il soit soutenu parce qu'on n'a pas envie qu'ils s'endorment. Et pour les adultes, il faut un mélange de tout ça, quoi. Mais tout nourrit. Si tout nourrit Caril Ferret, ce sont surtout les légendes et les traditions familiales espagnoles qui inspirent la romancière Carol Martinez. Ancienne comédienne, elle s'est ensuite lancée dans l'éducation en tant que professeure de français et c'est à l'occasion d'un congé parental en 2005 qu'elle s'est lancée dans l'écriture. Elle a écrit son premier roman, Le cœur cousu, en s'inspirant des histoires que lui racontait sa grand-mère et ce roman a connu un véritable succès. Aujourd'hui vient de sortir son deuxième livre, Du domaine des murmures, et il est déjà sélectionné dans la liste des prix Goncourt et Renaudot. Carol Martinez nous en parle tout de suite.
Carole Martinez, bonjour. Bonjour. Du domaine des murmures, c'est votre deuxième roman. Vous étiez venu nous parler du cœur cousu il y a quelques mois. Vous nous avez confié à ce moment-là que vous l'aviez écrit en plus de 10 ans. Et pour du domaine des murmures, eh bien, la moitié moins, quasiment. C'est une histoire d'une femme, le destin d'une femme, la vie d'une femme que vous nous racontez dans ce roman. Comment est née Esclarmonde dans l'écriture ? La jeunesse de ce livre est vraiment incroyable. Juste avant d'écrire Le cœur cousu et de me lancer vraiment dans Le cœur cousu, j'ai eu peur. Et donc, je me suis dit, ah ben non, je vais en écrire un autre. Et à ce moment-là, a surgi l'idée du domaine des murmures. Le domaine des murmures étant, d'après moi, un château qui aurait pris ce nom parce qu'en fait, il aurait été construit au cours des siècles par des propriétaires, par des châtelains différents. Et sous le premier bâtiment en pierre construit, une femme aurait été emmurée vivante au XIe siècle pour servir de graine. Et donc, si jamais on mettait son oreille contre l'un des murs, on pouvait encore l'entendre murmurer. Et donc, j'ai cherché, dans l'histoire des femmes, j'ai cherché des figures de femmes qui pourraient murmurer et dont le murmure, moi, femme actuelle, femme moderne, pourrait vraiment me parler. C'était vraiment ce que je désirais. Et je ne me suis pas ennuyée pendant 4 ans à ses côtés, quoi. Pas une seconde, pas une seconde. Il est également question de religion, de la foi, de la création d'un dogme religieux. Et là, on est derrière, vous nous emmenez derrière dans la vérité de ce qu'est cette femme. Oui, c'est vrai, surtout que finalement, plus elle doute, et plus le monde vient à elle et la considère comme une sainte. Donc, c'est sûr qu'il y a une sorte de déséquilibre absolument colossal de ce point de vue-là. Donc, ce qui m'intéressait vraiment, c'était de pouvoir travailler ce frottement entre le christianisme et les religions archaïques, les croyances populaires, qui, à ce moment-là, se sont vraiment interpénétrées. Et vraiment, j'avais envie de cette rencontre entre guillemets, une sainte et une fée. Le style de ce roman est très conté. On a l'impression qu'on lit un conte, quelque chose qui a traversé le temps et qui ressurgit à travers la plume de Carole Martinez. Est-ce que c'est quelque chose qui a beaucoup d'importance dans votre écriture ? Je pense qu'avant d'être un auteur, finalement, je suis une conteuse. Même si je m'appuie sur... et que je fais énormément de recherches. Je fais beaucoup de recherches. Mais en fait, je ne considère pas que je sois complètement dans l'historique puisque je décolle sur le plan du merveilleux. Et donc, oui, ça reste un conte, ça reste pas vraiment il ne faut pas chercher l'exactitude historique. Du domaine des murmures est sélectionné dans la sélection du prix Goncourt et du Renaudot. Qu'est-ce que ça vous fait ? Est-ce que vous êtes excitée ? Est-ce que vous avez peur ? Qu'est-ce que vous ressentez ? C'est fantastique. Hein. Moi, je suis aux anges. Je suis vraiment ravie. Après, l'avoir, pas l'avoir, ça c'est un autre problème. Mais en tout cas, savoir que qu'Esclarmonde ne les a pas déçus et que mon deuxième tient la route, quoi. Ça me fait vraiment infiniment plaisir. Infiniment plaisir. Allez, je vous propose à présent de sortir des rayons de la librairie et de partir à la rencontre de Daniel Kerr. Cet écrivain, né en 1943 près de Brest, a écrit quelques romans, Le Pèlerin de Saint-Pierre-Quilbignon notamment, mais s'est surtout intéressé à l'humain et au portrait. Il a ainsi dressé, dans l'ouvrage Du vélo et des hommes, le portrait de 30 cyclistes et amoureux de la petite reine. Et dans son dernier livre, Victor Ségalen et le roi Dagobert, il dresse le portrait de ce médecin de marine, écrivain et poète de talent. Mais vous allez voir que finalement, on en apprend autant sur l'auteur de l'ouvrage, Daniel Kerr, que sur celui qu'il a voulu mieux nous faire connaître. Bonjour Daniel Kerr. Vous publiez Victor Ségalen et le roi Dagobert aux éditions Dialogue. Où et quand avez-vous fait la rencontre de Victor Ségalen ? C'est un voisin. Victor Ségalen est né au 17 rue Massillon. À force de passer devant chez lui, j'ai eu l'idée, un été, de passer quelques mois en sa compagnie. Et c'est ainsi que j'ai écrit un livre sur Ségalen. On considère souvent la lecture de ses œuvres difficile. Rejetez-vous ce point de vue ? Je crois que Ségalen est un auteur très accessible. Il faut commencer par équiper. Si on veut appréhender tout de suite sa poésie,
c'est les ressources fondamentales de sa poésie, l'opposition entre l'imaginaire et le réel. Si on a peur de l'aborder ainsi, on peut lire l'un de ses romans et à partir de là, il faut faire une incursion dans sa poésie. Je parle de Stèle, qui a été donc édité de son vivant comme peinture. Eh bien, Stèle, la plupart des paragraphes sont accessibles à tout un chacun. Tout en évoquant Victor Ségalen, vous parlez également beaucoup de vous. Comment la lecture de cet écrivain a-t-elle influencé vos écrits et votre personne ? Quel impact Victor Ségalen a-t-il eu sur vous? C'est un petit peu l'impact qu'a eu l'Océanie sur lui, ou bien la Chine. C'est quelqu'un de très différent de moi. Il a une recherche de l'absolu, une recherche seigneuriale. D'ailleurs, il méprise la démocratie, il méprise la République. Il est pour l'empereur de Chine. Pour lui, la révolution chinoise, ça a été un drame. Il est mort aussi d'avoir subi toutes ces influences et de ne pas avoir su résister à Claudel, à Jules de Gaultier, à bien d'autres. Et même Debussy l'a mené en bateau. Il a fait longtemps espérer qu'il allait mettre en musique Siddhartha et après Orphée. Moi, je suis en attente de personne. Je me suffis avec mes qualités, mes défauts et mon côté humble. Daniel Kerr, dans bien des passages, vous exprimez une souffrance que l'écriture vous aide à combattre. Est-ce salvateur pour vous que d'écrire? Pour moi, la pensée précède toujours l'écriture. Je m'élève contre ceux qui disent « bon, je me suis libéré par l'écriture ». Non, non, non. On se libère autrement. L'écriture vient fixer. C'est pour ça que je fixe l'instant. Mais la réflexion précède toujours l'écriture. La ville de Brest est très présente. En témoigne le lieu où nous tournons aujourd'hui, le cours d'Ageau. Que représente Brest pour vous et a fortiori pour Victor Ségalen? Le cours d'Ageau, il y a d'abord ici, à l'est, la stèle de Victor Ségalen. C'est la Chine, finalement, qui a été primordiale dans sa vie. C'est là qu'il est resté le plus longtemps. C'est là qu'il a fait les plus grandes rencontres. Je suis content quand même qu'il ne soit pas dirigé vers la mer, parce que c'était un marin qui n'aimait pas vraiment la mer. Il trouvait la mer plate et monotone. Par contre, son cousin, Jean Crasse, était un homme de la mer, qui composait sur les flots, qui voyageait toujours avec son piano droit. C'est un personnage célèbre aussi. D'ailleurs, Ségalen l'aimait bien, mais ils étaient tout à fait différents. C'était un homme ouvert qui se laissait porter par ce qu'il appelait une force supérieure, Jean Crasse. Comment s'est imposée la forme littéraire de ce livre, à la fois journal intime et très littéraire? Il y a 7-8 ans, j'ai voulu écrire sur le bus à Brest. Avec des éléments autobiographiques, je cherche à proposer des textes littéraires. Parce que ce que je cherche, c'est à fixer l'instant, le moment, la journée, de donner de la dimension à l'instant. Bon voilà, ce dialogue littéraire de rentrée est terminé. Alors, vu le temps de ces derniers jours, je pensais vous conseiller la lecture des ouvrages à la plage, mais finalement, c'est peut-être au coin de la cheminée que vous pourrez les dévorer. Kenavo!